Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 38 du balado du Dr. Kin. Après quelques semaines d'absence, fin de session, début d'été, etc. Donc, j'essaie d'en placer le plus possible puis de réussir à faire quelques balados, mais c'est pas toujours facile. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent aujourd'hui. Je sais que, en tout cas dans mon coin, il fait soleil, donc possible que les gens ne soient pas nécessairement présents et qu'ils vont le reprendre en rediffusion. Tout ça pour dire que si vous appréciez le contenu, toujours intéressant d'avoir des petits pouces vers le haut, d'avoir des commentaires. Merci toujours pour ceux qui sont là en live de m'indiquer si le son est bon, si vous m'entendez, si tout est correct. Et sachez que sur mon Facebook personnel, je ne vois pas les commentaires. Donc, idéalement, visionnez via Dr. Kin la page. Donc, c'est toujours mieux. Comme ça, je peux voir vos commentaires, vos questions et y répondre en direct. Alors, j'ai décidé de faire un autre épisode sur la gestion de poids. Pour ceux et celles qui m'ont demandé un épisode sur la plongée, puis l'entraînement par rapport à des épreuves sous l'eau. Je travaille là-dessus, donc je suis en train de réviser mes petites notions là-dessus. Il y a quand même beaucoup de stock, puis il y a du stock qui est sorti dans les dernières années, donc ça fait une petite lecture, mais je vous le dis, ça s'en vient, là. Donc pour les amateurs de plongée, je vais avoir quelque chose prochainement. Alors, retournons à la perte de poids. J'ai eu l'idée de cet épisode-là parce que, j'ai eu quelques discussions avec des gens concernant la perte de poids, concernant différents épisodes que j'avais faits. Alors, je me suis dit, je vais peut-être essayer de regrouper certains éléments à l'intérieur d'un seul balado, un seul épisode pour arriver à que les gens comprennent plus facilement les différents principes. Donc, la première chose que moi, je remarque quand on va parler de gestion de poids, quand on va parler d'intervention pour la perte de poids, le terme est de moins en moins utilisé parce que, on se sent mal un peu de parler de perte de poids. C'est un peu stigmatisé maintenant, mais il y a des gens qui peuvent souhaiter perdre du poids de façon saine pour améliorer leur santé, puis c'est correct. Donc, pour ces gens-là, comment on peut y arriver? Les interventions qu'on voit, on va souvent mentionner que ce sont des interventions qui sont individualisées, personnalisées. Puis en réalité, quand on creuse, ce ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'approches qui vont miser sur le déficit calorique et qui vont utiliser les méthodes les plus faciles à contrôler, les plus faciles à implanter dans une intervention pour réussir à créer ce déficit-là. Donc, la plupart du temps, ça va commencer avec une approche nutritionnelle. On va créer un déficit énergétique en réduisant les apports nutritionnels. Donc ça, c'est un classique. Là, tu veux perdre du poids, on t'embarque sur une diète, puis ça va être restrictif. Donc, on va individualiser l'approche en disant, dans ta diète, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu n'aimes pas manger. Puis là, on va essayer de placer une restriction calorique à l'intérieur de ces préférences ou aversions nutritionnelles-là. Moi, je ne trouve pas tant que ça que c'est personnalisé. Pourquoi? C'est personnalisé en fonction de préférences des gens, mais ce n'est pas personnalisé en fonction de qu'est-ce que les gens ont besoin. On peut avoir différents scénarios, puis j'ai tracé quelques stéréotypes là, de ce qu'on peut avoir comme profil de départ, puis comment ce profil de départ-là va influencer l'intervention et va influencer l'impact de l'intervention qu'on va faire. Donc, je vous donne l'exemple de la restriction calorique, c'en est un. On embarque sur une diète, puis là, on essaie de faire perdre du poids à la personne. Ou encore, let's go, on va aller faire de l'exercice, plus particulièrement du cardio. Donc, on va essayer d'augmenter la dépense énergétique. Donc, c'est pas si individualisé que ça parce que on veut systématiquement créer un déficit énergétique à tout le monde, soit en augmentant la dépense, plus particulièrement en augmentant la dépense énergétique associée à l'exercice, ou soit en réduisant les apports.
Mais si on ne tient pas compte des caractéristiques de départ de la personne, puis là, je ne parle pas de la génétique, des hormones, je ne m'en vais pas là du tout, mais je parle plus de caractéristiques un peu plus générales. Euh, Ces interventions-là n'ont pas le même effet, n'ont pas le même taux de succès, n'ont pas le même impact. Le premier exemple que je vous donner, c'est un premier stéréotype. Si on prend quelqu'un qui n'est pas en forme, je vais définir qu'est-ce qui n'est pas en forme, bien, c'est quelqu'un qui n'a pas une super bonne capacité aérobie. Super bonne capacité aérobie, moi j'estime que quand tu es en bas de 45 ou à peu près millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute, ça peut devenir un facteur limitant dans un processus de modification des habitudes de vie. Donc, 45, là, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec une VO2 de 45, c'est quand même assez bon. Moi, personnellement, je suis toujours à peu près dans ces eaux-là, entre 45 et 50 millilitres, bon an, mal an, à peu près. Fait que moi, je me considère vraiment ça à la limite là, en termes de capacité aérobie. Si on a une capacité aérobie inférieure à 45 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids, ça peut être un facteur limitant qui peut devenir problématique. Alors, ça, c'est une première chose. Pas en forme, c'est pas quelqu'un qui est complètement déconditionné. Pas en forme, ici, je vais le définir avec, dans un premier temps, une capacité aérobie inférieure à 45. Ensuite de ça, bien, il y a les composantes musculo-squelettiques, donc la force musculaire, tout ce qui est flexibilité, mobilité. Ça aussi, on a besoin d'un certain minimum. Je n'ai pas, par exemple, de valeur seuil, puis ça a été un des gros échecs de mon projet de doctorat. Là, je voulais déterminer des valeurs seuil pour la force musculaire, savoir, plus particulièrement au niveau des membres inférieurs, qu'est-ce qui était le minimum de force qu'on avait besoin pour pas que ça soit un frein à une augmentation de notre niveau d'activité physique puis de notre dépense énergétique. Alors, là, c'est un peu plus nébuleux, mais quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment de force, quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment de mobilité, ça peut devenir des facteurs qui vont empêcher l'augmentation de la dépense énergétique. Donc, dans notre intervention, si je n'évalue pas ces composantes-là, puis que moi, ma stratégie pour faire perdre du poids puis créer un déficit énergétique, c'est via l'exercice. Et je dis, bon, on va faire du cardio. On va faire beaucoup de cardio pour perdre du poids, puis go. Mais si la personne a une capacité aérobie de 25 millilitres, beaucoup de cardio, c'est pas tant de calories que ça. Peu importe l'exercice, peu importe l'appareil, peu importe l'effort, son moteur a une capacité de 25 millilitres d'oxygène. Donc, il n'y a pas une énorme capacité à dépenser de l'énergie. Donc, cette stratégie-là d'augmenter la dépense énergétique à travers l'exercice, elle va vraiment être affectée, elle va être limitée par la capacité aérobie de la personne. Donc, ce n'est peut-être pas une stratégie qui va s'avérer efficace. Une autre personne qui aurait une capacité aérobie à 35, à 40, à 45, l'exercice n'aura pas nécessairement le même impact. Pourquoi? Parce que par minute, on va être en mesure de dépenser plus d'énergie. Alors ça, c'est pour la forme. Fait que la forme physique, là, je résume beaucoup ça à capacité à se mouvoir, donc mobilité, force, puis capacité à générer de l'énergie, à transformer de l'énergie, donc la capacité aérobie. Donc ça va être nos éléments qui sont importants. Si je n'ai pas une évaluation, même ne serait-ce que sommaire de ça, ça va être difficile d'avoir une bonne idée si mon intervention qui vise l'utilisation de l'exercice pour augmenter la dépense énergétique va être bonne. Ensuite de ça, si je combine quelqu'un qui n'est pas en forme à quelqu'un qui est sédentaire. Donc, quelqu'un qui est sédentaire, ça va être caractérisé par quelqu'un qui a beaucoup de temps assis. Je commence à y aller avec un 4 à 6 heures à peu près. Donc, dans sa journée, quelqu'un qui va être assis entre 4 à 6 heures, ça commence à être beaucoup de temps assis. Je regarde aussi le temps d'écran, donc temps d'utilisation d'écran quand c'est plusieurs heures par jour au niveau du téléphone. Ça aussi, ça commence à être beaucoup. Donc, si on a beaucoup de temps assis, beaucoup de temps d'exposition à un écran, on peut supposer qu'on a quand même pas mal de temps sédentaire. Alors, notre premier archétype ou stéréotype qu'on aurait, c'est quelqu'un qui n'est pas en forme et quelqu'un qui est très sédentaire. Donc, la stratégie pour arriver à induire une perte de poids pour cette personne-là, c'est particulier. Si je vise l'exercice, pas capable de dépenser beaucoup de calories, pas les capacités. 2, l'effet de la sédentarité, ça va perturber la capacité à réguler l'appétit. Donc, la personne va avoir plus de difficultés à écouter et bien comprendre ses mécanismes et ses signaux de satiété. Donc, ça va être plus facile de se suralimenter pour cette personne-là. Alors, si j'augmente l'exercice puis je demande un effort très intense à la personne, pour la personne, pas beaucoup de calories. 2, ça va être très intense. Ça a un effet sur l'appétit. Je vais stimuler son appétit. Et cette personne-là, parce qu'elle est très sédentaire, va être plus ou moins bonne à réguler sa satiété.
Alors, je me ramasse avec quelqu'un qui a un risque de trop manger parce que son appétit est stimulé et qui écoutera, ça va être plus difficile d'écouter ses mécanismes et ses signaux de satiété. Donc, ça se peut que l'augmentation de la dépense énergétique soit concomitante avec une augmentation importante des apports nutritionnels. Fait que je vais avoir quelqu'un qui va me dire, ben, j'ai pas l'impression de manger plus, j'ai tout le temps faim, c'est dur, je force beaucoup, etc., etc., puis je perds pas de poids. Alors, l'exercice, ben, dans un premier temps, il devrait plus servir à améliorer la capacité aérobie qu'à uniquement chercher à dépenser des calories. Puis, j'arriverai pas, si je fais une augmentation drastique, importante, à bien réguler la balance énergétique. Donc, il va y avoir trop de faim, puis une trop grande difficulté à réguler ses apports nutritionnels. Fait que ça va être difficile. C'est pas impossible, il y a des gens qui vont réussir. Mais dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce type de personne-là qui est plus ou moins en forme, qui est très sédentaire, si je vois qu'une intervention qui prend une augmentation de l'exercice de façon importante, je risque d'avoir quelqu'un qui va maintenir son poids ou peut-être même qui va avoir une prise de poids parce que son appétit va augmenter de façon disproportionnée à ses besoins réels. Puis ensuite, ben, il y a les temps de récupération qui vont être requis. Donc, si cette personne-là, j'augmente beaucoup l'exercice, je génère de la fatigue, bien, l'accumulation de fatigue, ça aussi, ça vient perturber notre capacité à réguler notre balance énergétique. Donc, si j'ajoute la composante fatigue, bien là, à ce moment-là, c'est encore pire. Donc, on se ramasse avec quelqu'un qui est peut-être arrivé nous voir en disant, ben, ça fait 3 ans que j'ai le même poids, je trouve que c'est trop élevé, je ne suis pas bien. Mon médecin m'a dit, probablement que ça va me mener à des problèmes de santé, donc j'aimerais ça réduire mon risque. Puis je pense qu'une des interventions, ben, je voudrais peut-être essayer de perdre du poids. Fait que là, nous, on se dit, ben OK, en plus de perdre du poids, on va faire de l'exercice. Comme ça, on va rajouter des bénéfices. Ça ne sera sûrement pas mauvais. Je vais améliorer sa santé parce qu'il va faire de l'exercice. Puis en même temps, ben, il va perdre du poids. Donc, une pierre deux coups. La réalité, ben, c'est possible, pas une certitude, mais c'est possible que cette personne-là, je l'épuise, je la décourage parce que ça va être difficile. Puis l'élément marquant, le critère de réussite pour cette personne-là, c'est son poids, puis c'est la perception de son physique. Donc, si ça ne change pas, ben, la personne elle va être déçue, elle ne sera pas motivée, elle va être placée dans une situation d'échec et je ne réussirai pas non plus nécessairement à améliorer sa santé parce que ben, je vais la placer dans un état de fatigue, je vais la placer aussi dans un état de démotivation. Donc, ça se peut qu'elle ne réussisse pas à durer suffisamment longtemps dans le temps. L'assiduité à l'entraînement, ça se peut que ça soit moins bon. Donc, j'ai un scénario qui peut s'avérer problématique. Pour les cas que ça va bien et que ça marche, on n'en parle pas, tant mieux, ça va bien, ça marche. Alors, une personne qui n'est pas en forme, qui est sédentaire, si on vise à une augmentation très importante de l'exercice, ben, faut vraiment s'assurer que effectivement la personne est capable de tolérer la charge d'entraînement, puis que ça ne crée pas une problématique au niveau des apports nutritionnels. Ensuite de ça, ben, si on opte pour une réduction calorique, si je dis j'ai quelqu'un qui n'est pas en forme, qui est sédentaire, je vais couper des calories. Si je vise juste là-dessus, le classique des livres de diète, parce qu'on coupe les calories, la personne mange moins, ben, la problématique que j'ai, c'est que la personne n'est pas en forme. Donc, si elle fait juste moins manger, je n'améliore pas sa condition physique. La personne est sédentaire, donc elle ne bouge pas tant que ça, elle n'a pas une dépense énergétique énorme sur 24 heures. Donc, je vais être obligé de couper beaucoup. Et on a les mêmes problèmes de régulation de l'appétit. Donc, la personne est très sédentaire, ses mécanismes de satiété, ça risque d'être plus flou, moins clair. Donc, ça se peut qu'on ne soit pas nécessairement en restriction calorique, à moins de dire on va couper vraiment beaucoup. Mais là, on va placer la personne dans un état de famine, elle va crever de faim. Donc, psychologiquement, c'est difficile. Fait que le taux de succès de ça à moyen et long terme est très faible. Alors, on se place encore dans un scénario où le taux de succès risque de ne pas être élevé. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne réussit pas à adapter comment on vient induire un déficit calorique à la réalité de la personne. Un autre scénario, on peut avoir quelqu'un qui est en forme, mais qui est sédentaire. Donc, qui va faire de l'exercice en quantité suffisante, avec une intensité plus qu'adéquate, mais qui est assis 4 à 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, utilisation du téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, 4-5 heures par jour. Donc, on a quelqu'un qui a des pointes d'activité physique qui sont presque exclusivement de l'exercice et le reste du temps, on ne fait rien. Mais cette personne-là, s'il cherche à augmenter l'exercice, je suis déjà probablement à côté. Elle en fait déjà beaucoup, donc augmenter encore plus que ça, je l'amène dans un scénario de fatigue, on va avoir les mêmes répercussions sur l'appétit et je ne règle pas la problématique du temps sédentaire.
Donc, je ne suis pas plus avancé. Je vais peut-être arriver à augmenter sa condition physique, sa forme physique un peu, ce qui serait super bien. Mais la personne, si elle consulte parce qu'elle veut réduire son poids, c'est une maigre consolation de se faire dire, ben, au moins, tu es plus en forme, mais tu as le même poids. De façon un peu idéaliste, moi, je trouve ça super. La personne n'a pas perdu de poids, ben, OK, c'est dommage, mais elle est bien plus en forme. On vient de réduire son risque de mortalité précoce. Moi, je suis très content. Je ne suis pas sûr que le client il est très content, lui. Il ne voit pas ça nécessairement de la même façon parce que son espérance de vie, c'est bien beau sur papier, mais au quotidien, ben, c'est sa composition corporelle qui le dérange, qui affecte son estime, qui affecte son quotidien, etc., etc. Alors, je comprends cette réalité-là. Je comprends aussi mon travail de dire, ben, moi, ma job, c'est qu'il soit en meilleure position après l'intervention qu'avant. Mais là, si je n'adapte pas mon intervention à cette réalité-là, fait que quelqu'un qui est en forme et qui est très sédentaire, l'exercice, ben, ça va s'avérer peut-être problématique, encore une fois, en créant de la fatigue. Puis l'autre élément, si j'opte pour une restriction calorique, ce qui va arriver, c'est que quand on est en restriction calorique, ça affecte notre capacité à récupérer. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui a des besoins de récupération accrus parce qu'il y a une stimulation qui est importante, fait beaucoup d'efforts, donc il y a du dommage musculaire, on épuise les réserves énergétiques au niveau du glycogène. Donc, il y a des besoins en récupération qui sont un peu plus importants que Joe puis José normal. Et là, je coupe des calories. Donc, je viens hypothéquer sa capacité de récupération. Fait que si je décide d'augmenter son exercice, donc plus d'exercice, tout en coupant les calories, je vais placer la personne dans une position potentiellement où la récupération va être inadéquate. Et là, je ne progresserai pas. On risque de voir une régression au niveau de la condition physique, une régression aussi au niveau de certaines composantes psychologiques, donc plus un patron un peu plus proche du surentraînement, donc l'irritabilité, des pertes de motivation, etc., etc. Et en termes de déficit énergétique, je ne réussirai probablement pas à créer un déficit tant que ça. Alors, la perte de poids risque d'être modeste ou presque inexistante. Donc là, ça devient un petit peu problématique parce qu'on a quelqu'un qui est moins apte à gérer une mauvaise nouvelle parce que bon, j'ai fait des efforts, je suis en restriction calorique, blablabla, puis là, ben, ça ne marche pas. Je récupère moins bien mes entraînements, ça va moins bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est moins intéressant à avoir. Donc, je ne suis pas dans une situation gagnante. Mais ça, il faut que j'ai eu une idée du niveau initial. Donc, il faut que je sache que ben, ma personne, oui, elle est en forme, elle fait de l'exercice, mais peut-être trop sédentaire. Donc, il faut que j'ai des façons de quantifier tout ça. Ensuite, on peut avoir un autre scénario où on a des gens qui ne seront pas en forme, mais qui vont être suffisamment actifs. Je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère n'est pas en très grande forme physique, mais elle fait quand même beaucoup d'activités physiques dans sa journée. C'est des activités physiques d'intensité faible à modérée, mais elle en fait quand même beaucoup. On va faire du jardinage, on va faire du ménage, l'entretien de la maison. Il y a plein de choses qu'elle va chercher à faire qui vont faire en sorte qu'elle va cumuler quand même beaucoup de minutes d'activité physique dans sa journée, bien que sa condition physique, elle n'a pas une capacité aérobie à 45 ml d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Elle ne squatte pas 180 kilos, etc., etc. Donc, là, j'ai quelqu'un que sa condition physique est moyenne, mais son niveau d'activité physique est quand même bon par jour. Alors, si je cherche à ajouter de l'exercice, là, il faut que je m'assure que je n'ai pas un impact négatif sur ses autres activités qu'elle fait. Fait que si je commence à dire, ben, on va faire du tapis roulant 4 fois semaine, on va faire un 15 minutes à une très bonne intensité, on va vraiment remédier au problème de condition physique, parfait. Mais si cet entraînement-là la fatigue pendant 4 jours, puis qu'elle reporte les commissions qu'elle avait à faire, elle va faire moins de jardinage, etc., etc., je peux me ramasser à avoir quelqu'un qui fait plus d'exercice, potentiellement on améliore sa condition physique, mais qui fait moins d'activité physique et qui est assujetti à un surplus énergétique. Donc, on va prendre du poids. Alors, la personne, elle s'entraîne, est plus en forme, super, on est content, mais si on n'arrive pas à induire le déficit calorique, ou si encore on a un impact négatif sur son mode de vie, ses habitudes de vie en réduisant son activité physique sur 24 heures, c'est possible qu'elle prenne du poids et là, ça serait problématique. Parce que mon intervention aurait modifié ses habitudes de vie qu'elle a depuis des années pour des habitudes potentiellement un petit peu moins bonnes. Moins d'activité physique sur 24 heures au profit de plus d'exercice, ce n'est pas nécessairement rentable, surtout que là, ça fait en sorte qu'on est en surplus énergétique. Donc, pour cette personne-là, ce type d'intervention-là serait problématique. Réduire les calories, même chose, si je réduis trop les calories et que ça se traduit par une réduction de son niveau d'activité physique sur 24 heures,
ben, éventuellement, je vais diminuer ma dépense énergétique parce que je vais bouger de moins en moins au quotidien, en dehors de mes entraînements. Et je vais arriver à un nouveau statu quo, un nouvel équilibre énergétique où je ne perdrai plus de poids. Donc, si cette personne-là a perdu un petit peu de poids, elle va atteindre son premier plateau. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire rendu au plateau? Ben, on va décider, ben là, on va réduire encore les calories. Mais si je réduis encore les calories, je risque encore une fois d'affecter son activité physique et de diminuer sa dépense énergétique sur 24 heures. J'ouvre une parenthèse ici, lorsqu'on parle de adaptive thermogenesis, donc l'adaptation de la dépense énergétique avec la perte de poids. Petite parenthèse, je n'ai parlé dans d'autres balados, mais les gens vont dire, ah ben oui, mais tu as une réduction de ton métabolisme de repos de façon super importante qui s'adapte à la perte de poids. Et je n'avais déjà parlé, la réduction du métabolisme de repos est habituellement proportionnelle à la perte de poids. Donc, la matière que je perds, c'est l'énergie moins que je dépense, ça c'est normal, mais on parle dans plusieurs articles de métabolisme et non pas de métabolisme de repos. Et on va parler d'une réduction disproportionnée du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions du corps humain qui nécessitent de l'énergie. Ce n'est pas juste le métabolisme de repos, c'est aussi l'activité physique. Alors, lorsqu'on a quelqu'un qui va présenter une adaptation métabolique à la restriction calorique, très souvent, c'est une réduction de la dépense énergétique totale qui est plus importante que ce à quoi on s'attendait et c'est bien souvent caractérisé par une réduction plus importante de l'activité physique sur 24 heures. Donc, ce n'est pas tant une réduction plus importante ou disproportionnée du métabolisme de repos, c'est bien souvent une diminution de la dépense énergétique du mode de vie. Alors, si la personne, où est-ce que je coupe de plus en plus les calories, progressivement, je lui impose un mode de vie moins actif, à un moment donné, ça ne marchera plus, là, je ne peux plus descendre. Donc, si je ne peux plus descendre, puis je plafonne, puis la personne a dit j'abandonne, j'arrête, et elle se réalimente, elle ne recommencera pas systématiquement à bouger plus. Donc, c'est possible que son nouveau mode de vie moins actif, elle l'ait adopté et que là, elle reprenne ses habitudes alimentaires précédentes, mais qui vont être de beaucoup ou un peu supérieures à ses nouveaux besoins parce qu'elle bouge moins sur 24 heures. Donc, il faudrait que je rééduque la personne à bouger plus. Fait que j'ai presque pris cette personne-là dans cette catégorie-là qui était, par exemple, pas en forme puis active, à la ramener à pas en forme, pas en forme puis sédentaire. Donc, j'ai coupé son activité physique sur 24 heures parce que je réduisais les calories ou parce que j'ai juste misé sur l'exercice. Donc, l'intervention qui visait de créer la création d'un déficit énergétique, en quelque sorte, elle a modifié les habitudes de la personne. Puis ces habitudes de vie sont devenues problématiques. Et si je ne le mesure pas, si je ne le quantifie pas, si je n'ai pas de façon de détecter ça, ça peut facilement arriver. Et c'est là qu'on parle d'une perte de poids qui est problématique pour la santé, parce que c'est une perte de poids qui vient avec une modification, je dirais, négative des habitudes de vie. Alors, donc, c'est pour ça que la finalité de la perte de poids, c'est un peu une erreur. C'est la perte de poids devient une conséquence des modifications de notre mode de vie. Et c'est là qu'on réalise que si je réduis l'activité physique sur 24 heures avec mon intervention, je n'améliore pas le mode de vie, je n'améliore pas les habitudes de vie. Peu importe si j'ai une perte de poids ou non, je n'ai pas aidé la personne. Ensuite, un autre stéréotype qu'on peut avoir, un autre archétype, c'est quelqu'un qui est en forme et qui est actif. Donc, quelqu'un qui a une très bonne condition physique, quelqu'un qui est super actif au quotidien, qui bouge beaucoup, mais qui a un surplus de poids. Là, c'est un peu plus simple. Je mets ça entre guillemets assez grasse. C'est que c'est un peu plus unidirectionnel. Donc, si la personne, elle bouge beaucoup sur 24 heures, si la personne est très en forme, s'il y a un surplus de poids, généralement, c'est qu'il y a des apports nutritionnels qui vont être disproportionnés. Donc, là, c'est de creuser, essayer de voir pourquoi on a des apports nutritionnels, des apports énergétiques qui sont ou qui ont été trop importants. Donc, il peut y avoir un aspect social, il peut y avoir un aspect psychologique, il peut aussi avoir un aspect physiologique. Ces gens-là vont souvent présenter une masse musculaire très importante, une masse maigre importante, et ça, c'est un des déclencheurs les plus importants pour l'organisme pour déterminer ses besoins énergétiques. Donc, plus la masse musculaire est importante, plus l'appétit est élevé. Alors, cette personne-là, si elle était très, très active avant, très, très en forme avant, qu'elle a réduit légèrement son niveau d'activité physique, très légèrement, une centaine de calories par jour, mais qu'elle a maintenu sa masse musculaire importante,
ben, il est possible qu'elle maintienne l'appétit aussi important qu'avant, alors qu'elle dépensait une centaine de calories de plus par jour. Donc, cette réduction-là, de 100 calories à peu près par jour, peut faire en sorte que progressivement, il y a une prise de poids. Comme la masse musculaire est déjà très importante, la prise de gras qu'on va observer n'ira pas induire une hypertrophie si importante que ça de la masse musculaire. On le voit chez les personnes qui vont souffrir d'obésité. Dans la majorité des cas, ils ont une masse musculaire très, très importante qui vient de l'augmentation de la masse grasse. Donc, on accumule du gras, c'est une charge qui est considérable à déplacer. Donc, c'est un travail musculaire qui est important, qui va faire en sorte qu'on va augmenter progressivement la masse musculaire. On va créer de l'hypertrophie au niveau de différents muscles, plus particulièrement les membres inférieurs. Et ça va augmenter notre masse musculaire. Mais si on a un scénario, quelqu'un qui a de la masse musculaire parce qu'il était sportif, parce qu'il s'est entraîné en musculation, peu importe la raison, mais qui l'a bâti de façon volontaire et ciblée, ben, s'il y a une réduction de son activité physique sur 24 heures, cette masse musculaire-là, elle risque de causer une prise nutritionnelle, un apport énergétique un peu plus important que ce qui est requis et entraîner un gain de masse grasse. Donc, l'augmentation de la masse grasse va être supportée par la charpente. Donc, ça n'induira pas une hypertrophie. Le principe du moindre retour, là, plus on est bon dans quelque chose, plus ça prend une grosse sollicitation pour progresser de pas beaucoup. Donc, si j'ai déjà une masse musculaire très importante, ben, une accumulation de gras, ça ne me fera pas augmenter ma masse musculaire de façon importante. Alors, ça nous donne quelqu'un qui est en forme, qui est actif et qui mange beaucoup. Et on peut juger assez rapidement ces gens-là, leur dire, ben écoutez, tu manges trop, il faut couper, puis tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de volonté. Mais c'est des signaux qui sont physiologiques. Donc, c'est pas une question uniquement, ça peut être une question de discipline, de volonté, mais à la base, il y a un déclencheur physiologique qui dit tu as besoin de manger X calories. Alors ça devient un peu plus difficile à gérer. Donc, ces gens-là peuvent moins bien répondre à une restriction calorique. Donc, si je vise à réduire leurs apports, c'est possible que ces gens-là ressentent davantage la faim, souffrent plus de la faim et que ce soit plus difficile pour ces personnes-là de suivre un régime nutritionnel qui offrirait un peu moins de calories que ce qu'ils ont besoin. Donc, il faut chercher à adapter. Alors, j'ai pas de solution miracle pour chacun des archétypes. Là, ça aurait été facile de dire, ben, l'archétype A, tu fais ça, puis tu es correct, puis il n'y a pas de problème. Si c'était ça, je ne ferais pas de balado, puis je serais présentement sur une plage à compter de l'argent. Pourquoi je veux faire ce balado-là? C'est tout simplement parce que je veux qu'on considère l'état initial de la personne, puis qu'on adapte. Tout, c'est clair. Ça prend une restriction calorique. Là, on ne reviendra pas là-dessus. Il faut créer un déficit énergétique si on veut diminuer le nombre de cellules qu'on a. Donc, c'est la façon la plus saine, la plus sécuritaire qu'on a de créer un déficit énergétique. Il faut encore que ce déficit énergétique-là soit viable. L'autre façon de couper des cellules, ben, c'est des mutilations. Là. On ampute, puis on coupe, c'est de la liposuction, etc. Mais sinon, si on veut vraiment induire une perte de poids saine, il faut passer par un déficit énergétique. Là où ça peut devenir malsain, c'est comment on induit ce déficit énergétique-là. Donc, comment on va le mettre en place? Et des fois, on peut être rempli de bonnes intentions, de dire, ben c'est simple, je pense que cette personne-là mange trop, je vais lui donner moins de calories, comme ça, ben, elle va manger correct pour ses besoins. Je n'ai pas de mesure de ses besoins exacts, donc ça, c'est difficile. Puis si cette personne-là présente une masse musculaire importante, peut-être que ça va être souffrant, là, couper ne serait-ce que de quelques centaines de calories par jour. Donc, ce n'est pas si simple. Si j'ai quelqu'un qui n'est pas en forme puis que je coupe les calories, peut-être que ça va induire une perte de poids, mais peut-être que ça aussi, ça va perturber sa capacité à récupérer. Si en plus, je viens de commencer à faire de l'exercice, puis un moins bon potentiel de récupération, ça devient doublement problématique. Donc, je ne l'aide pas. Donc, idéalement, initialement, ce qu'on veut faire dans un processus de perte de poids, c'est bien cibler l'individu, bien déterminer l'ensemble de la personne. On veut vraiment cartographier le plus possible son mode de vie. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est sédentaire? Parce qu'on peut être suffisamment actif, mais trop sédentaire. Puis, bon, j'utilise, vous le savez, je le répète presque à tous les balados, mais j'utilise l'équipement de recherche pour faire ça avec mes clients, pour quantifier le tout, pour mesurer ça. J'ai la chance, le privilège de faire ça. Je suis conscient que ce n'est pas accessible pour tout le monde. Mais
À peu près tout le monde a un téléphone intelligent. Vous êtes capable de voir votre temps d'utilisation d'un écran. Donc, sans installer un logiciel sur votre ordinateur, sur votre téléphone pour mesurer la totalité de vos temps d'écran, vous pouvez avoir un estimé quand même intéressant de votre temps sédentaire associé à l'utilisation d'un écran en regardant votre temps d'utilisation de votre téléphone. Donc, ça, à peu près tout le monde a accès à ça. Et ça devrait systématiquement, selon moi, être fait dans un processus de perte de poids. Est-ce que la personne est souvent sur son téléphone? Oui ou non? Ensuite de ça, ben, son activité physique, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'on a une mesure? Est-ce que la personne a une montre intelligente, un fitness tracker? Donc, est-ce qu'elle a des outils pour quantifier son activité physique? Est-ce que moi, comme intervenant, j'ai des outils que je peux lui refiler pour qu'elle mesure ça? Non, elle n'en a pas. Puis, bon, on ne veut pas utiliser les pas, mettons, dans le téléphone pour X raisons. Bien, il y a des questionnaires qui existent, ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse puis de faire une plug. Sur mon site drkin.com, si vous allez, vous tapez drkin.com, /GPAQ, il y a un questionnaire qui fait partie d'un projet de recherche que je mène. C'est un questionnaire qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé pour mesurer l'activité physique sur l'ensemble de la planète. Je l'ai quelque peu modifié pour ajouter temps sédentaire, temps d'écran, segmenter les choses entre école, travail, etc. Mais si jamais vous avez 2 minutes, puis si vous ne l'avez pas déjà fait, puis que ça vous tente de participer à un projet de recherche qui m'aiderait beaucoup, bien, vous pouvez aller remplir ce questionnaire-là. Et ce questionnaire-là, il est gratuit, il est disponible. Donc, avec vos clients ou pour vous-même, vous pourriez utiliser aussi ce questionnaire-là. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir de vous aider à utiliser ce type de questionnaire-là pour vos clients ou pour vous-même. Donc, vous avez une façon de quantifier un petit peu la sédentarité puis l'activité physique, puis de voir est-ce qu'on se situe assez. Si vous fouillez bien là, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, il y a même des données à travers les pays. Fait qu'on peut s'amuser à se comparer avec différents pays aussi au niveau de l'activité physique. Mais juste le fait de remplir le questionnaire, ça amène à réflexion. Donc, il y a une certaine prise de conscience, soit pour vous, soit pour vos clients, qui peuvent avoir une petite... soulever un petit peu peut-être une certaine problématique au niveau de est-ce que je bouge assez sur 24 heures. Donc, au minimum, là, il n'y a pas d'excuse pour ne pas quantifier l'activité physique et la sédentarité. Ensuite de ça, la condition physique, je vous dirais, ce qui est le plus pertinent à cibler, c'est la capacité aérobie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de données standardisées au niveau de la force ou encore au niveau de la mobilité. Fait que ça, c'est un peu plus difficile à tester puis à dire, ah, t'es correct ou t'es pas correct. Mais la capacité aérobie, je vous dis, moi, mon 45 ou à peu près d'où ça vient, c'est que j'ai pris le compendium des activités physiques, un peu le grand guide des différentes activités physiques qu'on peut faire, là, vraiment large comme activité physique, là, pas juste sport et exercice, mais tu sais, il y a tâches ménagères, il y a menuiserie, etc. Et avec ça, on a l'intensité approximative de ces activités-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé, ça prendrait combien comme capacité aérobie pour que la majorité des activités du quotidien soient d'une intensité inférieure à 50 de notre capacité aérobie. Pourquoi 50 Parce qu'à 50 de notre capacité aérobie, c'est là qu'on considère ou on commence à percevoir qu'on fait un effort. En bas de 50 c'est moins perçu comme un effort, comme quelque chose qui génère de la fatigue. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus accessible, facile à faire. Alors, si on a 45 de capacité aérobie, la majorité des tâches qu'on a à faire en Amérique du Nord au quotidien pour Joe et José normal, eh bien, vont représenter moins de 50 de nos capacités. Donc, ça ne devrait pas générer de la fatigue outre mesure, ça ne devrait pas aussi demander une discipline et une volonté de faire à réaliser. À l'inverse, si on n'a pas 45, il faut savoir que monter des marches d'escalier pour certaines personnes, ça va peut-être être 85-90 de leur VO2 max. Si dans vos entraînements, vous les entraînez, puis vous dites, on va commencer mollo, on va travailler à 75 de votre capacité aérobie parce que vous n'êtes pas en forme, puis vous demandez aux gens de bouger plus dans le quotidien puis de prendre les escaliers, ben l'activité physique que vous leur demandez de faire dans le quotidien est plus intense que les entraînements que vous leur demandez de faire. Donc, ça se peut qu'on génère beaucoup de fatigue. S'il y a de la fatigue, plus dur de réguler l'appétit. S'il y a de la fatigue, ça se peut que finalement, sur 24 heures, on bouge moins. Donc, on se ramasse dans un peu là, une spirale qui n'est pas propice à adapter de saines habitudes de vie de façon durable qui vont mener à, comme conséquence, une meilleure composition corporelle et une plus grande espérance de vie.
Alors ça va vraiment être important. Là, on me dit, ouais, mais comment je fais pour réussir à évaluer la capacité aérobie? J'en ai parlé dans d'autres balados, il y a plein de façons. Il y a le questionnaire de Huet, qui est aussi disponible sur mon site, vous m'écrivez si vous voulez le trouver. Donc, le questionnaire de Huet qui permet d'évaluer à l'aide d'un questionnaire la capacité aérobie. Et dans certains cas, c'est vraiment proche. Moi, je le fais avec mes étudiants chaque année. Puis je vous dirais que très, très souvent, quand les étudiants prennent le temps de bien y répondre, ça donne des valeurs très proches. Dans différents laboratoires, on avait comparé le questionnaire de Huet avec des tests indirects de course, par exemple, ou de marche. Puis dans beaucoup de cas, on avait moins de 5 millilitres par kilogramme de poids par minute d'écart. Certains vont dire que c'est beaucoup. Moi, je vais dire, c'est quand même très proche. Fait que pour un questionnaire avec des clients, ça peut être quelque chose qui est intéressant à répondre pour savoir, je suis proche du 45 ou non. Sinon, il y a des tests de marche qui peuvent se faire, des tests de course qui peuvent se faire, ou encore, moi, j'offre la possibilité de faire des tests en mesurant la consommation d'oxygène sur tapis ou sur vélo. Donc, ça aussi, on pourra s'en parler si ça vous intéresse. Alors, c'est d'évaluer ça au départ, ça va déterminer je travaille avec un kinésiologue, je travaille avec un nutritionniste, puis, quelle stratégie on va faire, quelle stratégie on va opter pour induire une modification positive des habitudes de vie qui va mener à une perte de poids. En fonction de mon évaluation de départ au niveau de l'activité physique sur 24 heures, de la sédentarité, de la condition physique, je peux déjà dresser une intervention intéressante. Après ça, ce qui vient complexifier les choses un peu, c'est le volet psychologique, c'est le volet social, puis c'est le volet environnemental. Donc, est-ce que la personne, c'est possible pour elle de bouger plus dans son environnement ou elle reste très loin, puis il n'y a pas de trottoir? Donc, ça aussi, c'est à évaluer. Est-ce que c'est physiquement possible pour la personne? Est-ce qu'elle a une condition physique adéquate pour bouger plus? Ensuite de ça, est-ce que, au niveau de la logistique, est-ce que c'est possible pour la personne de bouger plus? Puis, c'est de trouver quelles sont les activités que la personne va pouvoir faire. Et ça, c'est très difficile. Moi, je dirais que c'est plus difficile qu'un plan d'entraînement parce que il n'y a pas d'obligation à faire ça, puis il y a toujours des bonnes raisons de ne pas le faire. La quantité de barrières qu'on retrouve pour bouger plus, c'est énorme, même si on dit qu'on facilite l'activité physique, l'accès, etc. Juste au travail, si vous demandez à votre patron, est-ce que ce serait possible d'aller prendre des marches à toutes les heures, 10 minutes, je me lève, je vais prendre une marche, je reviens. Il y a certains employeurs qui vont refuser. Pourquoi? Parce qu'ils vont considérer que c'est de la perte de temps. Mais le fait d'être assis pour une heure consécutive, pour plusieurs heures, c'est démontré que ça augmente le risque de mortalité. Donc, c'est quand même grave, là. Tu dis, je te force à être assis, ça augmente ton risque de mortalité. Tu veux remédier à ça, on demande un 10 minutes par heure juste à bouger, je le refuse. Alors que, puis je ne fais pas une critique des fumeurs, on va permettre une pause de 15 minutes à un fumeur pour aller fumer, alors que cette pause de 15 minutes-là pour aller fumer augmente son risque de mortalité. Donc, je pense qu'il y a un changement de culture. Ça ne veut pas dire d'interdire aux fumeurs d'aller fumer, pas du tout, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais ça veut dire que ça serait intéressant de chercher à avoir des stratégies pour pouvoir bouger plus dans les endroits où on est les plus sédentaires, soit à l'école, soit au travail. Et ça devrait être permis. Mais ça va être difficile. C'est plus difficile que d'aller s'abonner au gym, puis que de monter sur un tapis roulant, puis de courir comme un perdu. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer à mettre en place quand on va regarder une intervention. Puis quand on n'est pas capable, entre autres, d'augmenter l'activité physique sur 24 heures, améliorer la condition physique, c'est rare qu'on observe comme conséquence une perte de poids. Donc, c'est très rare. Quand on améliore la condition physique, quand on réussit à augmenter l'activité physique sur 24 heures, au minimum, on observe une amélioration du mode de vie, une amélioration de la condition physique, une amélioration de l'espérance de vie. Et dans bien des cas aussi, ça vient avec une perte de poids. Puis quand ça ne vient pas qu'une perte de poids, au pire, la personne est mieux placée dans la vie. Donc, ce n'est pas un échec tant que ça. Alors, avec tout le mouvement où on ne veut plus mettre l'emphase sur la perte de poids comme objectif ou comme aspect important de la vie, je suis en partie d'accord, dans le sens que je pense que le poids, ça demeure un facteur de risque parmi tant d'autres. Puis ça serait intéressant de modifier toutes les autres, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de meilleures habitudes de vie, puis comme conséquence, d'avoir une réduction du poids. Je pense qu'un n'exclut pas l'autre, là. Donc, ça serait intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous êtes sur Dr. Akin, la page Facebook, je pense que vous pouvez y aller. Sur mon profil personnel, malheureusement, je ne les vois pas, ça n'apparaît pas, c'est une des limites du logiciel. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions.
Je vous ai parlé du GPAC, donc le questionnaire, qui est un projet de recherche qui est en cours. Et vraiment, sincèrement, c'est super apprécié quand les gens vont y répondre. C'est des données qui sont super importantes pour moi. J'aimerais ça publier quelque chose, là, puis publier accessible, donc publier sur mon blog, probablement d'ici la fin de l'été, l'automne, là, selon la quantité de questionnaires que je vais pouvoir récupérer. J'ai des gens de la France, j'ai des gens de la Guadeloupe, de la Martinique qui m'ont répondu. J'apprécie vraiment beaucoup, justement, d'avoir ailleurs. J'ai une réponse un petit peu moins importante au Québec, donc n'hésitez pas. Vous pouvez partager aussi ce questionnaire-là. Ça n'a pas besoin d'être des gens actifs. Donc, n'importe qui que vous ne connaissez pas au travail. Je suis passé dans un petit café tantôt, puis les gens qui travaillaient là, il n'y avait personne dans le café, ils s'ennuyaient. Je dis, ben, si ça vous tente, vous pouvez aller remplir le questionnaire, drkin.com/GPAQ, puis aller le compléter. Puis c'est super apprécié. Moi, ça m'aide beaucoup, puis c'est intéressant. Puis c'est pas souffrant pour vous autres, c'est un petit questionnaire, puis ça peut même être intéressant. Donc ça, c'est pour le premier projet de recherche. Ensuite, j'en ai un deuxième. Celui-là, ça va peut-être un peu plus intéresser les gens. Donc, ce projet-là, c'est un projet qui vise à évaluer l'impact de la puissance musculaire sur la dépense énergétique, l'activité physique du quotidien. Donc, ça, qu'est-ce que ça vous donne? C'est pas mal plus de tests. Donc, là-dessus, on a un test de force musculaire pour les membres inférieurs, donc un test isométrique que vous faites, c'est gratuit. Alors, on a une mesure de dépense énergétique sur 7 jours. Ça aussi, vous le faites, c'est gratuit. On a aussi un test de puissance des membres inférieurs sur un appareil iso-inertiel. Donc, c'est un mouvement de squat que vous faites avec un flywheel. Super le fun, c'est nouveau. Je pense qu'au Canada, il y a 6 places qui ont ce type d'équipement-là. Au Québec, on est 2 places, je pense. Donc, on fait ça. Évaluation de la composition corporelle aussi. Donc, on fait tout ça. Le tout est officiellement totalement gratuit. Je demande si les gens si les gens souhaitent encourager la recherche, parce que je n'ai pas de subvention pour faire la recherche, ça sort du fonds d'études destiné à ma fille pour payer ses études à l'université. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas allé cheveux là. Ça sort de ma poche quand les projets de recherche, fait que c'est moi qui les finance. Fait que si jamais vous participez au projet, vous pouvez donner de 0 à 500 $. 500 $, c'est la valeur totale des tests qu'on passe. Puis, bien honnêtement, ça ne change rien que vous donnez 0 ou 500 pièces. C'est la même affaire. Je vous aime d'un amour inconditionnel parce que vous participez à un projet de recherche. Mais c'est super le fun. Il faut juste prévoir 2 rendez-vous à mon labo. C'est passé d'à peu près 7 jours. Mais c'est un projet aussi, là, j'aimerais ça avoir une trentaine de personnes là, de différents horizons qui viennent le faire. J'en ai déjà plusieurs qui ont pris rendez-vous. Je les remercie. Fait que, si vous allez sur mon site, vous allez voir, il y a des pop-up là, qui parlent de recherche. Là. Il y en a un, c'est un petit onglet, juste recherche, ça c'est le questionnaire. Puis il y en a un, c'est recherche, en dessous écrit puissance. Ça, c'est le projet là, un peu, qui est un petit peu plus exigeant là, parce qu'il va vous demander de forcer un peu, mais c'est des résultats super intéressants que je vais partager avec vous. Geneviève, un énorme merci de partager le questionnaire, de l'avoir fait. Sincèrement, j'apprécie beaucoup, ça m'aide vraiment. Si vous saviez comment le recrutement en recherche, c'est le nerf de la guerre, c'est super difficile, c'est pénible. Puis, moi, je n'ai pas une équipe de 400 chercheurs puis de personnes sur le téléphone pour faire du recrutement. C'est un one-man show. Je fais ça tout seul. Des fois, j'ai des collaborateurs plus au niveau des analyses qui vont m'aider, stats, discussions, etc. Mais sinon, tu sais, c'est un job tout seul. Fait que, puis, ça aide quand les gens participent. T'sais. Puis le but pour moi, c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment de faire avancer les connaissances au niveau des sciences de l'activité physique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le contenu d'aujourd'hui. Merci de partager les choses que je produis, toujours apprécié. Quand ça peut vivre un peu sur les réseaux sociaux, des fois, ça attire l'attention puis ça permet de recruter un peu plus, entre autres, pour les projets de recherche. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire via mon site, le petit onglet discussion Messenger ou encore mso@drkin.com. Toujours un plaisir de vous parler. Le balado va être en ligne prochainement comme tous les autres. Je ne prédirai pas et je ne me commettrai pas à savoir quand est-ce que je vais faire le prochain, mais je pense à Fabien là, que le prochain, ça va être sur tout ce qui est travail en apnée, là, puis l'entraînement pour ça, puis les petites choses à faire, parce que j'ai trouvé des trucs vraiment intéressants. Alors, je sais que ça fait à peu près 3 balados que je plug ça, que ça s'en vient, mais c'est ça, faut que je prenne le temps de le lire, puis comme j'ai des projets de recherche en cours, c'est ça prend du temps. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous encourage, si vous écoutiez le balado assis, je vais vous demander de vous lever, d'aller bouger un petit peu, question que j'affecte pas négativement votre espérance de vie. Et on se retrouve dans un prochain balado. Bye bye.